J'étais asthmatique, donc de temps en temps j'avais l'impression que c'était au-dessus de mes forces. De temps en temps j'avais l'impression que c'était au-dessus de mes forces de le faire, mais j'allais m'asseoir à cette table en plein soleil et je le regardais. Joël, celui dont j'étais tombé amoureux. Je regardais Joël, celui dont j'étais tombé amoureux. Un garçon avec la peau typée méditerranéenne. Il avait la peau typée méditerranéenne, il avait des cheveux blonds, et on voyait encore ses racines brunes. C'était un faux blond, aux yeux marron noisette. J'allais m'asseoir à cette table et je l'observais de loin. Je l'observais de loin et je lisais mon livre, un roman noir. Un roman mélangeant policier. Un roman mélangeant affaires policières, policiers et fiction. Fiction surnaturelle, fiction policière. Et mélangeant monde obscur, mélangeant monde surnaturel, esprit et démon. J'avais pour but et pour affection de croire que ce qu'il y avait dans le livre était une sorte d'échange entre lui et moi. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas ses faiblesses, je connaissais encore moins ses avantages, je ne savais même pas son nom de famille. Tout ce que je savais sur lui, c'est qu'il s'appelait Joël. Je l'ai remarqué un jour où il a laissé son sac à côté du mien, et il n'est pas venu le rechercher, et j'ai vu son nom dessus. Un sac Nike noir avec l'insigne blanc. Une sorte de sac de sport quelque part. Je n'ai pas regardé dedans, je n'ai pas cherché à fouiner, je ne voulais pas être désobligeant, ou paraître celui qui n'a pas d'amis, et qui cherche à en avoir absolument. J'étais plutôt réservé comme garçon, donc je savais que même si je fouillais dans le sac de quelqu'un, ça allait passer pour un acte de bienfaisance. Je savais, je savais que même si je faisais ça, parce que j'étais quelqu'un de plutôt réservé. On peut pas dire que le lycée me connaissait entièrement. Il n'y avait que 2 ou 3 personnes ou que 2 ou 3 profs qui me connaissaient. Quand je le voyais, j'avais des papillons dans le ventre. Je sais, dit comme ça paraît complètement mélodramatique. Dit comme ça paraît mélodramatique. Dit comme ça paraît un peu roman à l'eau de rose, ou alors ça paraît un peu romancé et fleur bleue. Mais c'est ce que je ressentais. Je ressentais un vide total quand je le regardais, quand je regardais ses yeux, quand je voyais ses cheveux blonds au soleil, quand je voyais les racines de ses cheveux blonds qui étaient brunes, quand je voyais que c'était un faux blond au soleil, que je le regardais travailler. Moi, je lisais mon livre, Une porte entre deux mondes. Je lisais mon livre et dans l'histoire, j'imaginais que chaque échange entre chaque personnage était un échange entre lui et moi. À un moment, j'ai levé mon GSM et je l'ai pris en photo. Il m'avait remarqué, je n'avais pas remarqué que je l'avais regardé de manière à ce qu'il puisse voir que je le regardais. Il est venu s'asseoir et il m'a demandé: Non, non, t'inquiète. Quand je me suis reculé, Quand je me suis reculé, il m'a dit: Non, non, t'inquiète, je viens pas pour ce que tu crois. Je suis pas comme les connards du couloir. Je suis pas comme les connards du couloir qui t'arrêtent et qui te frappent au sol. Je suis pas comme eux. Il a remarqué que j'avais une lèvre fendue et a remarqué que j'avais une arcade sourcilière ouverte. Il m'a demandé si ça faisait mal. Je lui ai dit: Non, plus maintenant. Plus depuis que j'ai été me recoudre. Plus depuis que j'ai été me recoudre tout seul. Quand j'ai été à l'infirmerie. J'ai pris la graffeuse. J'ai pris la graffeuse médicale et je me suis recousu ça tout seul. Il m'a regardé et il a dit: T'as fait ça tout seul? Je lui ai dit: Ouais, j'ai fait ça tout seul. En disant que j'ai fait ça tout seul, il m'a regardé et il m'a dit: Bah t'es bien courageux. J'aurais jamais pu faire ça moi. Il m'a regardé et m'a dit: Comment t'as pu faire ça tout seul? Je lui ai dit que j'ai cherché un miroir pendant longtemps. Ça n'a pas été évident, mais j'en ai trouvé un. Quand j'en ai trouvé un, je l'ai mis en face de moi. J'ai pris la graffeuse, j'ai passé mon bras au-dessus du miroir, tout en le tenant avec l'autre bras, et j'ai mis des accroches, les unes après les autres. Il m'a regardé et m'a demandé: Je peux voir? Je lui ai dit: Comment ça? Il m'a dit: Les photos que t'as pris de moi. Je me suis approché de lui, il s'est approché de moi. Quand il a passé son bras sur mes épaules, j'ai senti comme une sorte de frisson. Il m'a dit: Vas-y, montre-les-moi. Il a rapproché ses lèvres, j'avais envie de l'embrasser. J'avais envie de l'embrasser quand il a rapproché ses lèvres et qu'il a passé son bras contre moi. Il est venu se rapprocher près de moi. Et ensuite, c'est lui qui s'est rapproché de mon visage. Il m'a regardé et il m'a dit: Calme-toi. Je suis pas là pour te faire du mal. Je suis simplement là pour voir les photos que t'as prises de moi.
Ensuite, quand il a rapproché ses lèvres, finalement, en montrant les photos sur mon GSM, je me sentais rassuré à ses côtés. Il a descendu sa main et l'a passée sur mes hanches. Ensuite, l'a mise juste en dessous de mes hanches, posant sa main par terre posant sa main contre le banc, juste à côté de mes cuisses, de l'autre côté. Il m'a regardé, posant sa main à côté de ma jambe, il a dit: Tu prends des photos plutôt pas mal. Je lui ai dit que j'ai simplement recalibré mon GSM vers toi. Et j'ai mis les photos en rafale, et ensuite j'ai pris les photos et je les ai regardées. J'ai pas hésité un instant. Il m'a demandé et m'a dit: Pourquoi t'as pas hésité un instant? Tout naturellement, je lui ai répondu: Parce que t'es beau, t'es magnifique, je te trouve beau. Et il m'a regardé et m'a dit: Merci, c'est flatteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu comme ça. Tout d'un coup, je me sentais bête. Je me sentais bête, je me sentais bête et complètement nul. Et il m'a regardé et je lui ai dit: Je me sens un peu bête là, il faut que j'y aille. Et il m'a pris par le bras et a dit: Attends 2 minutes, on peut continuer à parler. On s'est échangé un petit déj, on a tous les deux pris un thé noir avec des épices indiennes à l'intérieur. On a bu, on a bu, on a pris le même déjeuner à la cafétéria et on a mangé à deux. Il m'a raconté qu'il vivait dans une famille qui n'était pas si agréable que ça, que son père n'était pas si agréable que ça avec lui, que son père était voire même de temps en temps violent. Il m'a montré son dos battu avec beaucoup de bleu. Je l'ai regardé et je lui ai demandé si ça fait mal. Il m'a dit que sur le moment ça faisait mal, mais qu'après s'être couché dans son lit, et, et qu'après s'être couché dans son lit après avoir fermé les yeux, après une bonne nuit de sommeil et une douche le matin, ça ne faisait plus mal, et il revenait comme d'habitude au lycée. Il revivait le même cauchemar ensuite. Je lui ai proposé de venir dormir chez moi, et il est venu dormir. Je lui ai ouvert la porte, il a grimpé les escaliers, je l'ai regardé, je lui ai dit: Attends, tu sais même pas où est ma chambre? Il m'a regardé en haut des escaliers et a dit: Je suppose qu'elle est en haut. Je l'ai regardé et j'ai dit: Gagné, même si la seule chose que je voulais dire c'était attends-moi, et le poursuivre dans les escaliers. Je l'ai poursuivi. Une fois dans le couloir, je lui ai dit: À ton avis, maintenant c'est quelle porte? Il m'a regardé, m'a un petit peu frappé contre l'épaule, mais simplement un peu pour se chamailler avec moi, pour rigoler, et il m'a dit: Je sais pas, celle-ci. Je l'ai regardé, je lui ai dit: Non, c'est celle-ci. J'ai poussé la porte qui était déjà ouverte, qui était simplement contre. J'ai retiré la clé, je l'ai fermée. Il m'a regardé et s'est mis sur moi, et je me sentais un... Il s'est mis sur moi il s'est mis sur moi et sur mon lit. Il m'a poussé contre mon lit, contre le mur, et il m'a embrassé. Il a posé ses lèvres sur les miennes, et il m'a dit: Tu sais, même si je te connais pas, je t'aime bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait entre lui et moi. Mon rêve était comme en train de se réaliser. Ce n'était pas vraiment un rêve, c'était plus une obsession. Je sais ce que vous vous dites là maintenant, une obsession pourrait peut-être refléter le fait que j'étais obsédé par lui. Mais je n'étais pas obsédé par lui, c'est simplement que je l'aimais, j'étais amoureux. Là, j'avais l'impression que toutes mes espérances étaient en train de devenir réalité. Il était presque tombé amoureux de moi. Il m'aimait bien. Il aimait ce que je faisais et pourquoi est-ce que j'avais pris des photos de lui. Il était venu près de moi et il m'a demandé: Pourquoi t'as pris des photos de moi? Il m'a dit, Quand il m'a dit ça, je lui ai répondu: Parce que jusqu'à présent, je n'ai eu personne comme toi dans ma vie. Jusqu'à présent, je n'ai eu personne comme toi dans ma vie. Je n'ai eu personne à qui faire les yeux doux. Je n'ai eu personne à qui je pouvais parler, à qui je pouvais avoir envie d'échanger un mot. Et il m'a regardé et il m'a dit: Comment ça faire les yeux doux? Comment ça tu n'as jamais eu personne dans ta vie? Donc tu considères que je suis ton copain? Je me sentais un peu con d'avoir dit ça. Je me sentais un peu bête. Je me suis rapproché. J'ai repris mon GSM. J'ai dit: Si tu veux, si tu veux bien. Oui, j'ai l'impression que t'es un peu mon copain. Vu comment tu m'as. Vu comment tu t'es. Vu comment t'as réagi avec moi. Vu comment tu ne t'es pas énervé. Vu comment tu as fait. Que tu as vu les choses lorsque tu es venu près de moi. On a échangé un thé glacé. On a échangé un thé glacé, un thé noir. On a mangé le même déjeuner. T'as même pas demandé à commander ce que toi tu voulais. Tu as pris ce que moi j'ai pris tout de suite après. Je t'ai regardé, j'avoue que ça m'a surpris. Il m'a regardé et il m'a dit: C'était simplement comme ça, on pouvait faire connaissance, histoire de manger dans ton assiette, histoire de savoir ce que tu aimes, de connaître ce que tu aimes, tes connaissances, tes goûts. On a commencé à parler de tout et rien, de goûts musicaux. Je lui ai montré mes dessins que je faisais de temps en temps après le lycée, une fois que je rentrais chez moi. Il m'a dit que je dessinais bien.
Il m'a dit que je dessinais bien, je lui ai montré certains dessins. À un moment, je suis tombé sur une page a glissé par terre, il l'a ramassée, il l'a retournée. Je me sentais un peu con parce que j'avais vu la signature aussi à l'arrière, où la signature j'avais écrit son nom, j'avais écrit Joël. Il l'a retournée, c'était un dessin de lui que j'avais fait. Et il m'a regardé en souriant et m'a dit: C'est quoi ça? Histoire de me taquiner, il avait un sourire en coin. Je l'ai regardé et je lui ai dit: C'est rien, je l'ai fait pendant les heures de cours, pendant que tu étais en train de travailler. Il m'a demandé: C'est moi? Je lui ai dit: Oui, c'est toi. Mais j'avais justement pas envie que tu le regardes. Il m'a demandé: Pourquoi? Il est plutôt bien réussi. Je lui ai dit: Je sais pas, j'avais pas envie que tu le vois. Je me sentais un peu gêné à l'idée de te montrer. Il s'est rapproché de moi et m'a dit encore une fois, pour me taquiner, pour rigoler encore une fois, il m'a dit: Oui, mais tu m'as pris en photo. Je me sentais rassuré dans ses bras. Et à ce moment-là, il m'a embrassé. Peut-être pour me faire taire, ou peut-être pour me montrer qu'il m'aimait sincèrement. Il faisait nuit. Derrière moi, il y avait l'orage qui grondait. J'avais l'impression d'être poursuivi. J'avais l'impression d'être poursuivi comme je l'ai été aujourd'hui au lycée toute la journée. Poursuivi par ces personnes qui me faisaient du mal. Ces personnes qui me mettaient au sol. Ces personnes qui me disaient des choses obscènes, des choses horribles, des choses qu'ils disaient, des choses qu'ils disaient sur ma sexualité, des choses qu'ils disaient sur mon goût par rapport aux hommes, des choses qu'ils disaient sur moi. Je me souvenais de toutes ces choses comme des pics qui traversaient mon corps. Je me souvenais de toutes ces choses comme une tempête de bouts de verre, comme une tempête de bouts de verre qui pouvait me revenir en pleine face. Je me souvenais de tout ça comme ça. J'étais arrivé chez moi, regardant ma maison plongée dans le noir, plongée dans l'obscurité, par rapport aux deux arbres qu'il y avait à côté. À cause des deux arbres qu'il y avait à côté, par rapport à ces deux arbres qui enfermaient ma maison à l'intérieur d'un noir intense, je regardais la maison allumée. Je regardais la maison allumée, j'étais pile poil devant et derrière moi, il y avait l'orage. J'avais l'impression de me- J'avais l'impression d'être poursuivi, d'être suivi par l'orage, suivi par quelqu'un, toujours par ces adolescents, toujours par ces adolescents un peu plus vieux que moi. Ils devaient avoir la vingtaine, alors que moi j'en avais que 17. Arrivé chez moi, j'avais les côtes fracassées qui me faisaient mal. J'avais des bleus sur les côtes. J'avais des bleus sur les épaules et sur les bras. Mes bras me faisaient mal, et quand je suis arrivé chez moi, j'avais une lèvre fendue, et j'avais une arcade ouverte, une arcade à un œil ouverte. Je suis arrivé chez moi et j'ai vu Joël m'attendre sur le bas de la porte. Je me suis assis à côté de lui et il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai regardé, mais d'abord j'ai regardé mes chaussures, j'ai mis la tête vers le bas et j'ai chipoté à mes lacets. J'ai retiré mes chaussures, je les ai prises en main, je me suis levé, j'ai dit tu rentres, tu veux bien? J'ai ouvert la porte, j'ai poussé la porte en y mettant d'abord la clé. J'ai poussé la porte et je me suis assis sur le fauteuil. Il s'est assis avec moi, m'a servi un verre d'eau. Il a été chercher un verre dans la cuisine. Dans ma cuisine, il a été chercher un verre. Il m'a servi un verre d'eau et m'a dit: Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé avec un regard un peu triste et je lui ai dit: Oh, tu sais, rien de spécial. Comme tous les jours, j'ai revécu la même chose, le même cinéma. Ces mêmes jeunes qui sont venus chez moi, ces mêmes jeunes qui sont venus chez moi, enfin à mon casier, qui m'ont regardé dans les yeux, qui m'ont dit des choses obscènes, qui m'ont parlé, qui m'ont mis à terre, et qui m'ont frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent, mais ils m'ont frappé encore et encore. J'arrivais même plus à respirer qu'ils me frappaient encore. Je sens encore les coups de basket. Je sens encore les coups de basket dans mes côtes. Ça fait tellement mal. Il m'a regardé et a pris, il m'a regardé et a pris mon bras. Quand il a pris mon bras, il l'a passé sous l'eau chaude. Je dois avouer que ça m'a fait du bien. Il m'a embrassé, ça me faisait mal à la lèvre, et j'ai dit merci, mais pas maintenant. Je me suis reculé, je me suis mis sur le fauteuil. Il a soigné ma lèvre et ensuite m'a embrassé. Je me sentais beaucoup mieux. Près de lui, il a regardé mon dos. Il m'a apporté son sac qu'il avait avec lui. Je dois avouer que j'aurais dû lui demander pourquoi est-ce qu'il avait un sac. Est-ce qu'il comptait dormir chez moi? Il me l'a apporté, l'a ouvert sur le fauteuil, et il m'a sorti un t-shirt, des nouvelles baskets et un nouveau jeans. Il a sorti des sous-vêtements, un boxer et m'a regardé. Il m'a sorti un boxer noir et il m'a dit: Tiens, c'est des affaires à moi, je sais pas du tout si on fait la même taille, mais tu peux les utiliser. Je les ai utilisés, je suis monté avec son sac, je me suis changé et je suis descendu.
Une fois que je suis descendu, il avait allumé la télé, il avait mis un film en noir et blanc. Je me suis installé près de lui. Je lui ai demandé en le regardant: Est-ce que je peux m'installer contre toi? Il s'est mis contre le fauteuil, contre la coudoir, et il m'a dit: Oui, bien sûr. Je me suis installé contre lui. Je me sentais rassuré et en sécurité, comme s'il y avait un aura de chaleur comme s'il y avait un aura de chaleur et de lumière. Même si la maison était plongée dans le noir, j'avais l'impression qu'il y avait un aura de chaleur et de lumière autour de lui et autour de moi, juste quand j'étais près de lui. Et il m'avait prêté ses chaussures dans lesquelles je me sentais très bien, ses vêtements dans lesquels je me sentais bien. Et en plus d'être près de lui, je me sentais bien ce soir-là. Je me suis endormi sur le lit, j'ai senti qu'il m'avait passé la couverture sur les épaules, et ensuite il s'était couché sur la couverture à côté de moi. On était dos à dos, et il s'est tourné vers moi. Il m'a caressé les cheveux. Ce soir-là, il s'est endormi. Il avait la tête un petit peu plongée dans ma nuque et sur mon dos. Je sentais la respiration sortir par sa bouche et par son nez. Il respirait et regardait la peau dans mon cou. J'ai senti alors les poils de mon cou s'hérisser et je l'ai senti derrière moi, me caresser la nuque. Il a passé sa main dans mon dos, sous mon t-shirt, et il m'a regardé, a regardé ma nuque longtemps. Je l'entendais respirer, me murmurer certaines choses à l'oreille, des choses qu'on ne m'avait jamais dites. Des choses qu'on ne m'avait jamais dites. J'étais habitué à ce qu'on me dise des choses obscènes et méchantes. Là, il me disait tout l'inverse. Il me murmurait tout l'inverse et me chuchotait l'inverse à l'oreille. Je me sentais bien avec lui. Je me suis retourné et il m'a regardé. Et il m'a dit: Ah, désolé, je t'ai réveillé. Et j'ai dit: Non, pas du tout. Ensuite, je me suis réveillé. Je me suis levé, j'ai été dans le salon. Et il m'a regardé. Il m'a regardé et m'a demandé: Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit: Rien, je sais pas. J'ai pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. J'ai pas l'habitude que quelqu'un prenne soin de moi comme ça. J'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi comme ça. Il m'a regardé et a dit: Tu sais, moi non plus, j'en ai pas l'habitude avec mon cœur. Il m'a regardé et a dit: Tu sais, moi non plus, j'en ai pas l'habitude. Avec mon cœur brisé, mon père alcoolique, ma mère qui boit et qui part, ma mère qui boit et qui parle à des personnes différentes chaque soir. Moi non plus, j'en ai pas l'habitude. Mais j'essaie de faire mon maximum. Ensuite, il s'est assis sur le fauteuil. Je me suis couché près de lui comme avant. Et il m'a regardé. Et il m'a serré fort contre lui, m'a pris près de lui et m'a embrassé. En m'embrassant, son regard près du mien, il m'a dit: Tu penses pas que le principal c'est qu'on se soit trouvé, toi et moi, ou plus que toi tu m'aies trouvé? Je l'ai regardé et je lui ai dit: Oui, quelque part, en regardant le plafond. Il m'a demandé: Qu'est-ce que tu regardes au plafond? J'ai dit: non, rien, changeant mes yeux de direction et me plongeant dans les siens. Je lui ai demandé s'il a toujours eu les cheveux blonds, ou quand est-ce qu'il s'est fait sa coloration. Et il m'a regardé et il m'a dit: Il y a pas longtemps, t'as remarqué que j'étais un faux blond? Je lui ai dit: Oui, c'est la première chose que j'ai vue chez toi. Et la première chose qui m'a plu. T'as pas hésité à changer d'identité. T'as pas hésité à changer d'identité, de changer de personnalité, mais tu es resté quand même fidèle à toi-même. Il m'a regardé et il m'a dit: Philosophe en plus d'être amoureux? Je l'ai regardé, oui, quelque part, en disant: Oui, quelque part, je suis philosophe. J'ai pris des cours de philosophie. Parce que moi, entre calculer l'algèbre, entre calculer pi fois 10 à la racine carrée de 35, je préfère un poème de Rimbaud. Il m'a regardé, avait rigolé, et je lui ai dit: Oui, mais c'est vrai, entre un poème de Rimbaud et de l'algèbre qui se termine par un calcul en pi, je préfère un poème de Rimbaud, honnêtement. Il m'a demandé alors en se mettant près de moi: C'est lequel ton préféré? Je lui ai répondu: Tu connais Ghost? Ghost, c'est l'histoire d'un fantôme. Ou alors il y a aussi mon préféré. Il y a aussi le guerrier, mon préféré, qui parle d'un guerrier qui se repose dans les champs. Il a les yeux fermés, il ne fait rien, il ne bouge pas, pendant que tout le monde se bat pendant que tout le monde se bat au combat, à l'armée, à la guerre. À l'armée, à la guerre, tout le monde combat, à la vie, à la mort. Lui, il est dans les champs avec son arme et il se repose les jambes croisées. Autour de lui, il y a un aura rouge. Autour de lui, il y a un aura rouge partout. Il m'a regardé et a dit: Je viens de comprendre. Je lui ai demandé ce qu'il avait compris. Il m'a dit: L'aura rouge, c'est du sang, et il a les yeux fermés donc il est mort. Je l'ai regardé, je lui ai dit: Comment tu sais?
Il a pris mon sac et a dit: T'as laissé ton livre des fleurs du mal à l'intérieur. Et tous les poèmes de Rimbaud y sont. Tu as flioté ceux que tu préfères. Je les ai lus, je les ai regardés. Je lui ai dit que j'ai été le premier à hésiter à fouiller dans son sac de sport, mais qu'il a été le premier à fouiller sans hésitation dans mon sac. J'ai peut-être aussi été le premier à le photographier sans hésitation, donc ça équivalait à la même chose. On s'est embrassés, nous sommes restés la soirée à regarder ce film. Ensuite, nous sommes montés dans ma chambre. Le lendemain, on est arrivé en cours en même temps, et les personnes qui nous attendaient, les personnes qui m'attendaient moi à mon casier, m'ont regardé. Elles m'ont crié: Alors, espèce de tafiole, tu t'es trouvé un amoureux? Je me suis retourné, et là j'ai vu Joël le prendre par le cou, lui faire un tacle, le mettre à terre et lui frapper dans la bouche. Il saignait et il est parti. Il les a regardés en disant qu'il allait revenir. Et il m'a dit qu'à partir de maintenant, en mettant sa main autour de mon bras, que plus jamais personne n'allait me faire du mal. Je me sentais en sécurité, j'avais l'impression que le lycée était illuminé d'une lumière blanche. Joy était en train de se préparer. Enfin, c'était l'un de nos élèves. C'était l'un de nos élèves, l'un de nos meilleurs élèves. On l'appelait Joy, mais enfin il s'appelait Joey. Joey était l'un de nos élèves, l'un de nos prodiges. L'un de nos prodiges en danse folk, l'un de nos prodiges en danse folk, Joey était en train de se préparer. On l'appelait Joy, mais parfois Joe. C'était l'un de nos élèves préférés. Il nous aimait aussi, tout autant que nous on l'aimait. On l'aimait d'un amour de prof, mais d'un amour sincère. Quand il était en train de se préparer, je suis venu à côté de lui, et je lui ai dit: Tu es prêt? Il m'a regardé et a dit: Toujours. Il s'est levé, s'est étiré, a étiré ses jambes, a étiré ses bras. Je le regardais, déterminé, préparé, déterminé à danser. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait apprendre aujourd'hui. Je lui ai dit que c'était à lui de choisir. Il m'a regardé et a dit: Non, je veux que vous choisissiez à ma place. Je veux apprendre quelque chose de vous. On l'a regardé et on a dit: Ok, t'as deux choix. Soit on apprend la danse pop, genre par exemple Avamax. Genre par exemple, soit on te met du Avamax et tu danses. Et tu fais ce que tu veux, et tu fais ce que tu veux, mais ça doit être de la pop musique. Soit on te met quelque chose de plus calme, et tu nous fais quelque chose comme par exemple de la musique, de la danse, tu nous fais une chorégraphie, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus saine d'esprit. Et on peut te mettre par exemple du Cigarette After Sex, on peut te mettre du Phoenix, on peut te mettre des chansons, on peut te mettre des chansons calmes, comme par exemple Lana Del Rey, Emily Sandé ou alors encore Birdie, et tu danses et tu nous fais quelque chose de calme, selon le rythme que tu entends. Il nous a regardé et il a dit: Non, je veux quelque chose de plus compliqué. Je veux quelque chose de plus compliqué que j'ai jamais expérimenté. On a réfléchi tous les deux, on est allé dans le couloir et on a dit: On a trouvé. On s'est assis devant lui et on s'est assis devant lui par terre, les jambes croisées, et il s'est assis devant nous, par terre, les jambes croisées, avec son équipement. Avec son équipement qu'il avait avec lui, son équipement de danse. Il nous a regardé et on lui a dit: Est-ce que tu connais le fameux lac des cygnes? Il nous a regardé et a dit: Oui, je connais. C'est pas ce fameux lac, c'est pas ce fameux lac des cygnes qui est un spectacle dans lequel il y a des danseuses, des ballerines et tout ça? On l'a regardé et on a dit: Oui, c'est ça. Alors, on va te mettre la musique, ou alors on va simplement te mettre les rythmes. On va simplement te mettre les rythmes et tu vas danser. Nous, on va juger et on te donnera une note ensuite. Un petit peu comme un jeu. Là, on l'a regardé, ses yeux se sont illuminés. Ses yeux se sont illuminés. Il nous a regardé et a dit: Ok, il s'est préparé, s'est mis en piste, s'est étiré face au miroir. Il s'est étiré face au miroir qui faisait la taille du mur. Il s'est accroché à la rampe. Il a dit qu'il était prêt. Il a étiré ses jambes qu'il arrivait à étirer juste, ses jambes qu'il arrivait à étirer par l'arrière, en les remontant tout le long de son dos, en remontant son pied presque jusqu'à son épaule. Il nous a regardé et il a dit qu'il était prêt.
Quand il s'est retourné, il nous a dit: «C'est bon, balancez la musique quand vous voulez». Il était en train de s'étirer les bras. On a balancé la musique et on a mis la musique en route, la musique du lac des cygnes, et il a commencé à danser. C'était une danse folk, une danse spéciale, une danse improvisée par lui-même. Il nous a regardés, on a arrêté la musique, on l'a regardé tous les deux avec la même tête, la même et avec la même intonation de voix. On lui a dit que c'était génial. Ensuite, on lui a dit: est-ce que maintenant tu veux essayer un exercice plus simple? Par exemple, on te met du Avamax et tu danses. On peut te mettre une chanson comme My Oh My, ou alors on peut te mettre Belladonna, ou alors encore Sweet But Psycho. On peut te mettre des chansons comme ça et tu nous fais une chorégraphie. Il nous a regardé et a dit: vous avez pas une chanson un peu plus punchy? On l'a regardé, on lui a dit: on a une chanson sur laquelle nous deux on s'est entraînés, sur laquelle nous deux on s'entraîne toujours. Tu connais Señorita? Il nous a regardé et a dit: oui, je connais Señorita, je connais cette chanson. Je m'entraînais souvent sur cette chanson dans une autre école, mais j'ai lâché parce que la prof était ennuyante. On l'a regardé avec un sourire et on a dit: ok, on va te mettre Señorita, tu nous inventes une danse, tu nous inventes une chorégraphie qui doit être qui doit être en lien avec le rythme de la musique. Et une fois que c'est terminé, cette chorégraphie en lien avec le rythme de la musique, on te jugera. Et ce que tu peux même faire après, c'est que si cette chorégraphie, quand on te jugera par rapport à la note, tu pourras nous faire le prof, tu pourras nous faire le prof et on te suivra. On suivra tes mouvements. Et ce sera à toi de nous donner une note. Selon ta chorégraphie que tu auras inventée, réinventée, on pourra te suivre, on suivra tes mouvements. Et tu nous diras si c'est bien ou non. Il nous a regardé, on a mis Señorita en route avec notre baffle JBL sur le côté. On l'a installé sur le côté. On a espacé les tables. On a espacé les tables et les deux chaises sur lesquelles on était assis. Il a commencé à danser et on l'a suivi. On l'a suivi, on a été se préparer sur le côté. On a été se préparer sur le côté pendant que lui était en train de danser sur Señorita. Ensuite, on a remis la chanson au début. On était prêt, on s'est étiré. On a étiré nos jambes comme lui, tout le long. Tout le long, on a étiré nos jambes comme lui par terre. On s'est étiré, on a étiré notre colonne vertébrale. On a étiré aussi nos épaules et nos bras. On a tourné la tête et on a fait craquer nos os dans notre colonne vertébrale au niveau du cou. Et ensuite, on est allé les voir. On a dit qu'on était prêt. On était habillés. On a mis Señorita, il a commencé à danser et on a suivi ses mouvements. Évidemment, avant de commencer à danser, il nous a regardé et il a dit et 1, et 2, et 3, et 4. Et il a commencé à danser. On a commencé alors à suivre ses mouvements. Ensuite, on lui a proposé un exercice un peu plus compliqué. C'était de danser sans aucune musique. On lui a dit qu'il devait danser sans aucune musique et à un moment précis. On allait arrêter le silence et on allait mettre une autre musique. Mais dans cette autre musique, il devait réimproviser quelque chose. Quand il s'est mis à danser sans musique, c'était extraordinaire. On entendait le moindre de ses pas sur le sol, on entendait le moindre de ses mains pousser contre les miroirs ou s'attacher au mur. On entendait ses mains s'attacher au sol, s'attacher au mur, se mettre contre les murs ou alors se mettre contre le miroir, ou encore se mettre contre la grande barre qu'il y avait contre le miroir. On entendait le moindre de ces bruits et des mouvements de son corps, et il était en train de danser devant nous sans musique. À un moment, on a mis de la musique, on a mis Avamax, et il a improvisé une chorégraphie. On l'a regardé, on a coupé la musique, et ensuite, on a rangé le baffle. On a dit maintenant tu vas danser uniquement sans musique. Il a dansé sans musique, il nous a regardé et nous a demandé ce qu'on en pensait. On lui a montré et on a dansé avec lui. Sa mère est arrivée, on lui a dit qu'il avait très bien travaillé son cours de danse et on lui avait donné des exercices à faire. Sa mère a regardé les mouvements, elle n'avait l'air de pas comprendre grand-chose et on lui a dit que ça c'était la musique qu'il devait faire sans on lui a dit que ça c'était ce qu'il devait faire sans musique. On a dit que ça c'était ce qu'il devait faire avec une musique qui s'appelle Señorita. Je lui ai écrit l'auteur de la musique. Je lui ai écrit le nom de la musique avec laquelle il va s'entraîner. Certains titres qu'il aimait beaucoup, sur lesquels il aimait beaucoup s'entraîner. Et j'ai donné les fiches, j'ai donné les feuilles à sa mère qui était venue chercher. Quand il est rentré chez lui, le lendemain il est arrivé avec son sac et il a dit qu'il s'était entraîné toute la nuit.
Je lui ai dit toute la nuit. C'est vrai, toute la nuit. Il nous a regardés et a dit toute la nuit. On lui a installé un coin avec des fauteuils, on lui a installé un coin avec des fauteuils, des coussins et des couvertures. Des couvertures et des tapis de danse et on lui a dit qu'il pouvait se reposer 2 minutes. Parce qu'il avait quand même travaillé toute la nuit. S'il nous le disait, c'était que c'était vrai. Il a dormi sur le côté et nous, on le regardait. Nous, on était en train de le regarder dormir de temps en temps. Mais on s'entraînait quand même à danser et on le regardait dormir dans la salle, un petit peu comme notre fils. On s'imaginait déjà avoir un enfant. Un petit peu comme notre fils, on le regardait dormir. Ensuite, il s'est réveillé fin d'après-midi. Il s'est levé, s'est préparé, tout de suite sur le côté, s'est étiré. Et puis il a commencé à danser sans musique. Quand on est arrivé et qu'on était parti chercher quelque chose à boire pour lui et pour nous, on est arrivé, on a mis ça au frigo et on l'a vu danser sans musique. On lui a dit que c'était bien et quand est-ce qu'il avait repris la musique? Quand est-ce qu'il avait repris la musique? Quand est-ce qu'il avait repris Señorita qui était en train de se jouer tout bas à un tel son très faible qu'on ne l'entendait pas. On lui a demandé quand est-ce qu'il a repris la musique et qu'il l'a mis si basse pour ne pas l'entendre et danser sans musique. On lui a demandé ça et il a dit quand il s'est réveillé. On lui a demandé quand est-ce qu'il s'est réveillé et il nous a dit fin d'après-midi, peut-être à 2 heures, peut-être à 1 heure, peut-être un peu plus tôt ou même plus tard, on ne sait pas. Il a dû se réveiller quelques heures avant qu'on parte. Ou alors pendant qu'on était parti. Quand il est rentré chez lui, on a dit qu'il avait été complètement autonome. Quand sa mère est venue le chercher, on lui a dit qu'il avait été complètement autonome et que c'était ce qu'il devait essayer de faire, c'était ce qu'il devait essayer de faire chez lui. Qu'à la maison, il devait essayer d'être complètement autonome. Sa mère nous a regardés, elle nous a payé pour la première séance et la deuxième séance. On a récupéré l'argent qu'on a rangé. On lui a caressé la tête et les cheveux, on lui a dit, tu t'en sors bien, continue comme ça. Et il est parti. Il est parti en nous faisant un signe de la main. Il avait, il avait changé de vêtements et il avait rangé ses vêtements qui dépassaient un peu de son sac. Je l'ai rattrapé sur la rue et je lui ai dit, attends, tes vêtements dépassent de ton sac. Et je lui ai fermé son sac. Il m'a regardé avec un sourire et des yeux brillants. Et je lui ai dit, tu reviendras demain à la prochaine fois. Quand je lui ai dit, tu reviendras demain à la prochaine fois à la première heure, il m'a dit oui tout de suite. Il est rentré, a fermé la portière de la voiture. Sa mère a conduit et nous a regardés. Nous sommes rentrés et nous avons fermé notre local. On est rentré à l'appartement et on lui a dit, et on s'est regardés tous les deux. Je t'ai embrassé et je t'ai dit, t'as vu à quel point il se débrouille de plus en plus, de mieux en mieux. Il va finir par danser vraiment au lac des cygnes. Tu étais déjà à la cuisine en train de préparer à manger. Tu m'as regardé et tu as dit, vraiment, tu penses? Tu penses qu'il va finir au lac des cygnes? Je suis venu près de toi, je t'ai pris par le dos, je t'ai embrassé. J'ai posé ma main sur tes épaules et j'ai dit, on forme des élèves pour qu'ils dansent et qu'ils atteignent leur objectif, ou qu'on leur fixe un objectif. Si lui, son objectif, c'est d'atteindre une compagnie de danse, bah peut-être qu'il va réussir. Il a un potentiel de dingue, ce petit. Je t'aimais beaucoup, énormément. Je t'aimais énormément, beaucoup, à un tel point, à un tel point que tu ne peux pas imaginer. À un point tel, je t'aimais. Je t'aimais tellement que je ne pensais qu'à une seule chose tous les jours. Tous les jours, je ne pensais qu'à une seule chose. Je ne pensais qu'à la soirée à la maison, quand on va tous les deux dans notre lit. Quand je suis dans le lit et que je t'attends, en train de lire mon livre ou alors en train de travailler sur mon PC, que tu es en train de prendre une douche, que j'entends le bruit du jet d'eau, que j'entends le bruit du jet d'eau et que j'entends que j'entends ton corps qui rejette l'eau par terre, que j'entends, que j'entends la douche et que j'entends aussi toi à l'intérieur de la cabine de douche qui bouge, que je sens ton savon jusqu'ici, jusque dans la chambre, que j'entends que j'entends tes moindres faits et gestes et que j'arrive à les imaginer. Je t'aime, je t'aime et j'ai envie de te prendre dans mes bras. J'ai même envie de me déshabiller et de venir sous la douche avec toi. J'ai même envie qu'on prenne une douche à deux. Mais d'un côté, je te déteste. D'un côté, je te déteste, même si je t'aime à tel point, à un point tel, que j'ai juste envie de te prendre dans mes bras. J'ai envie d'embrasser ton ventre. J'ai envie d'embrasser ton ventre. J'ai envie d'embrasser tes jambes. J'ai envie d'embrasser tes bras. J'ai envie de te prendre contre moi,
de dormir près de toi la nuit, de sentir la chaleur de ton corps, de sentir la chaleur de ton corps qui vient vers le mien, de sentir tes cheveux dans les miens, de sentir ton parfum si envoûtant, si hypnotisant, ce parfum qui m'envoûte. J'ai envie de le sentir, j'ai envie de sentir la douceur de tes vêtements la journée. Dans la voiture, j'ai envie de sentir ton parfum, ton odeur corporelle. J'ai envie de voir tes vêtements. J'ai envie de te voir partir au travail avec notre Volvo XC90. J'ai envie de te voir partir avec notre Volvo XC90 grise anthracite. J'ai envie de te voir partir avec elle, d'entendre chaque jour, chaque matin, le bruit du démarrage. Je te déteste aussi. Parce que tu es cupide, tu prends l'argent aux autres, tu achètes sans réfléchir, tu achètes des choses qui nous sont complètement inutiles. Notre maison est remplie de choses, de babioles inutiles. Tu achètes, tu travailles sur des projets. Tu travailles sur des projets encore et encore et encore. Ces projets, ces projets que tu mets en place, ces projets qui sont toujours en lien avec la même chose, la mode. Ces projets qui sont en lien toujours avec la même chose, la mode, toujours. Tu achètes des vêtements, tu achètes des chaussures, tu achètes des baskets. Tu as une énorme armoire avec plein de baskets différentes, de marques différentes. Tu as énormément de Nike différentes. Des Nike Jordan, des Nike Air, des Nike Air Force One, des Air Force One, des Nike Air Jordan, des Air Force One, des Nike Air Force One Jordan. Tu as des Nike Jordan, des Nike Air. Et toutes ces Nike que tu as dans ton armoire, toutes ces chaussures, toutes ces, tes chaussures, toutes ces baskets que tu as dans ton armoire, quand je les vois, j'ai juste envie de les découper avec des ciseaux et de les remettre à leur place pour que la prochaine fois que tu les mettes. Mais elles sont tellement belles que je ne peux pas, je n'y arrive pas. Tout ce que tu achètes a tellement de classe, tout ce que tu achètes a tellement de classe, tellement de beauté, que je ne peux pas les détruire. Mais tu es cupide, tu achètes sans réfléchir. Tu achètes sans réfléchir et tu ne sais même pas. Tu m'as jamais demandé mon approbation pour tout ça. En même temps, as-tu vraiment besoin de mon approbation? Nous sommes un couple. Nous sommes un couple. As-tu vraiment besoin de mon approbation? Mais quand je vois tes armoires de vêtements, tes vêtements hard rock, tes vêtements colorés, tes vêtements de plein de couleurs, tes vêtements de soirée et tes vêtements pour aller à des événements, quand je vois tous ces vêtements, tes vêtements civils, tes vêtements que tu mets avec moi tous les jours dans la maison, quand je vois aussi tous les vêtements que tu as pour pouvoir aller nager dans la piscine, quand je vois que tu as une combinaison pour pouvoir aller nager dans la piscine, le genre de combinaison qu'on met pour aller nager à des profondeurs énormes dans l'océan, le genre de combinaison qu'on met pour pouvoir aller nager en plein milieu de l'océan, en plein milieu de l'océan Arctique ou Pacifique. Ce genre de combinaison, que tu as des bouteilles d'oxygène alors qu'on a simplement une piscine avec une profondeur de 4 mètres, tu achètes des choses comme ça, simplement par curiosité, ou simplement pour te dire qu'est-ce que je vais en faire ensuite. Tu n'achètes pas par utilité, mais tu achètes par intérêt. Tu achètes par intérêt, parce que tu es intéressé. Tu n'achètes pas par utilité. Je te déteste pour ça. Mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas te laisser partir. Ce serait comme abandonner une partie de moi. Alors je continue à t'aimer malgré ça. Je passe par au-dessus. J'essaye de franchir mes limites. J'essaye de couper mes limites en deux, de les séparer, une partie pour toi, une partie pour moi. J'essaye de faire face. J'essaye de faire face, de continuer à me battre, de continuer à me battre sur ce front, mais c'est presque impossible. Tu es cupide, tu aimes l'argent, tu aimes acheter, tu aimes la mode, tu aimes les vêtements, des vêtements qui sont même inutiles, des vêtements qui parfois, je n'ose pas le dire, ne te vont même pas, des vêtements qui ne te vont même pas parce qu'ils ne te vont pas, simplement des vêtements qui ne vont pas avec ton physique. Mais tu les achètes quand même. Tu achètes même des choses que, des choses que je n'aurais jamais pensé que tu allais acheter. Tu achètes des livres, tu achètes des livres sur des artistes que tu ne connais pas. Tu dis que tu vas aller voir leur expo. Tu achètes des livres sur des artistes que tu ne connais même pas. Tu vas dans des magasins que tu ne connais même pas. Tu vas dans des restaurants que tu ne connais pas. Tu vas voir des gens que tu ne connais pas.
Et ces artistes, tu dis que tu vas aller voir leur expo. Tu dis que leur expo, tu vas aller les voir, mais tu ne le fais jamais. Tu ne m'emmènes jamais avec toi. Tu prends toujours une amie. Tu me délaisses tout le temps et tu me laisses tout le temps sur le côté. Tu imagines un peu ce que ça doit me faire? Ou non, peut-être pas. Parce que la seule chose qui compte pour toi, c'est ces billets de couleur jaune, ces billets de couleur verte et ces billets de couleur mauve à l'intérieur de ton portefeuille. Ces cartes, ces cartes qui te permettent d'acheter. Tout ça, c'est la seule chose qui t'intéresse. Et je te déteste pour ça. Mais je t'aime, mais je t'aime. Il me suffit simplement de couper en deux, et de donner une partie à ce que je déteste chez toi, et de donner une partie à ce que j'aime chez toi. Même pour la beauté qui atteignait l'art, il y avait un prix à payer. Même pour toute cette beauté qui atteignait l'art, il y avait un prix à payer. Et ce prix aujourd'hui était énorme. Ce prix aujourd'hui était énorme. On ne s'attendait pas à ça. On est allé voir le matin tôt. Le matin tôt, je t'attendais, je regardais les étoiles. Il faisait encore nuit. J'étais assis à la fenêtre, les rideaux fermés. Tu ne pouvais voir que l'avant de mes baskets. Un moment, tu es venu t'asseoir à côté de moi. Tu t'es assis contre la fenêtre, le dos contre la fenêtre. Moi, j'étais assis presque contre la fenêtre. J'étais assis sur la fenêtre et tu m'as regardé. Tu m'as demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé à penser en regardant le ciel. Je ne regardais même pas tes yeux. Je ne regardais même pas tes yeux et j'ai dit aujourd'hui, on va acheter des peaux de bêtes, des vraies peaux de bêtes. Et si jamais on voit des animaux morts? Et si jamais on voit des animaux morts? Si jamais on voit ces personnes qui sont déjà en train de faire sécher des animaux, de leur dépecer la peau, de l'enlever, tu t'es mis à côté de moi, tu m'as pris dans tes bras et tu as dit c'est comme ça qu'on fabrique des peaux, c'est comme ça qu'on fabrique des peaux d'animaux. La grande peau, la grande peau d'animal qu'on a dans notre salon. Tu crois qu'elle vient d'où? Cette énorme peau de vache, brune, blanche et noire. Elle n'avait pas été fabriquée comme ça, hein. Elle n'a pas été fabriquée comme ça. Il y a toujours un prix à payer. Le grand plateau en bois que tu regardais il y a quelques jours, sur lequel tu étais assis en face, juste en face de la baie vitrée, qu'on a mis juste à côté du grand piano. Il a été sculpté par quelqu'un. On a dû couper un arbre pour le faire. On a dû couper un séquoia, un grand séquoia, qui était peut-être l'un des rois de la forêt. En plus du cerf. En parlant de cerf, ce lustre qu'on a dans le salon, ce lustre qu'on a dans le salon avec des bois de cerf, on a dû tuer plusieurs cerfs pour le faire. Je me suis mis près de toi et j'ai dit, tu vois, peu importe ce que tu prends dans la maison qu'on a déjà, un animal a dû être tué, une personne a dû couper un arbre, ou alors encore, peut-être qu'une personne s'est blessée en faisant un pot qu'on a acheté pour faire de la peinture, on a dû tuer des plantes, écraser des fruits pour pouvoir en ressortir, simplement de la couleur. Chaque fois qu'on reçoit quelque chose d'important, chaque fois qu'on négocie quelque chose d'important, quelqu'un a dû être tué, ou alors quelqu'un a perdu quelque chose. Ça, ça nécessite simplement un petit sacrifice. Un petit sacrifice. Et aujourd'hui, ce sacrifice, ce sera de voir des animaux qui se font tuer. Quand on est allé là-bas, moi j'imaginais plus des pots. J'imaginais plus des pots qui étaient mises par centaines accrochées à des crochets, qu'on nous vendait par rouleau, et on nous montrait la taille qu'on voulait ou les couleurs qu'on voulait. J'imaginais plus un truc comme ça, un atelier qui sentait les animaux, qui sentait la peau séchée. J'imaginais ça. Mais toi, tu imaginais complètement autre chose. Et quand on est arrivé, la vérité qui s'est réalisée n'est pas celle que moi j'imaginais, n'est pas celle que moi j'imaginais pour te consoler. C'est plutôt celle que toi tu imaginais. Et il y avait des animaux qui étaient suspendus par les pattes arrière. Ils portaient un masque à gaz
Ils portaient une sorte de masque transparent qui était sur leur museau. Les vaches étaient suspendues Les vaches étaient suspendues en arrière, tête en bas. On leur arrachait les cornes et on leur mettait un masque. C'était pour pouvoir plus facilement mettre le masque. On leur arrachait les cornes, on mettait le masque, elles étaient endormies. Des hommes arrivaient avec une machette, faisaient une entaille et les dépecelaient. Ils faisaient une entaille en dessous de chaque patte. Ils faisaient une entaille en dessous de chaque patte et juste en dessous dans la gorge. Ils retiraient la peau et on voyait les vaches se faire dépeceler. On entendait des bruits, des cris, des hurlements. C'était pire que ce que je voyais. C'était pire que ce que tu m'avais expliqué. J'avais déjà mal au cœur que toi tu te sentes mal qu'il y ait un sacrifice à chaque chose, mais le miroir qu'on a dans le salon, l'énorme miroir avec la moulure, avec des volutes et des sculptures de... Cet énorme miroir avec du vernis, un vernis noir, une sculpture avec une moulure, avec des volutes, avec des cercles et avec des dragons dessus, avec des, avec des bestioles de l'Antiquité. Ce miroir, une personne a dû faire du vernis, donc utiliser des produits toxiques. Peut-être qu'aujourd'hui cette personne est malade, mais le miroir en est né. Le miroir en est la preuve de son sacrifice. Mais quand on est arrivé, c'était pire. Les cris, les hurlements nous sont restés. Les cris, les hurlements, et les îlots dans lesquels on enfermait. Les îlots dans lesquels on enfermait les vaches, et les îlots dans lesquels on enfermait les taureaux. On leur retirait la peau, on retirait leurs cornes. Ils se débattaient, le bruit des chaînes nous restait encore en tête. On s'est assis au bord de la plage, et on s'est tous les deux regardés. On est resté longtemps en silence, écoutant le bruit des vagues. Ce soir-là, tu n'as pas réussi à dormir, même en te tenant contre moi, même en tenant ma poitrine, même en tenant mes épaules, même en tenant mon torse, tu n'as pas réussi à t'endormir. Le bruit des vaches résonnait encore dans ta tête. Je me suis poussé à me souvenir de ce qui, je me suis poussé à me souvenir de ce qui s'est produit. On est revenu avec une belle peau de bête blanche qui avait été faite à partir d'un lapin et d'un taureau albinos qui était magnifique. Mais jusqu'à ce qu'il se fasse dépecer et que sa peau et ses poils blanches, ce taureau albinos, jusqu'à ce qu'il se fasse dépecer et que sa peau blanche devienne couverte de sang, il n'était plus magnifique. Mais c'était une bestiole rare, un genre d'exception de la nature. Et je me suis souvenu de ce détail horrible, simplement pour avoir le bruit des chaînes et le bruit de ses sabots qui se débattaient contre les chaînes et ses hurlements quand on le dépeçait. On les faisait sécher avec une machine spéciale à l'arrière, une sorte d'énorme séchoir qui faisait sécher la peau. L'odeur était horrible à supporter. Et la personne nous a apporté ça comme si c'était normal. Le soir, je me suis forcé à repenser à ça, rien que pour être hanté par les mêmes idées. Une fois que j'étais hanté par les mêmes idées, le lendemain, tu t'es levé et tu m'as regardé. Je n'ai rien dit. Je me suis juste assis à côté de toi et je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai pris dans mes bras et je t'ai dit, t'inquiète, t'inquiète, plus jamais on ira là-bas. La prochaine fois que tu voudras une peau d'animal, on ira la chercher dans le commerce. Pas parce qu'on ne collectionne plus, mais parce qu'on ne veut plus voir d'animaux souffrir. Tu m'as regardé et tu as dit, mais tu m'as clairement expliqué qu'à à chaque fois qu'on prend quelque chose dans le commerce, ou alors qu'on prend quelque chose simplement par rapport à un vendeur, qui viendrait d'un vendeur. Tu m'as expliqué clairement quand on prend quelque chose d'un vendeur, quand on prend quelque chose d'un vendeur de peau, ou alors qu'on prend quelque chose aux enchères, ou de quelqu'un, il y a toujours un sacrifice à payer. Je t'ai regardé et j'ai dit, pas si cette peau de bête a été achetée par quelqu'un d'autre. Imagine une peau de bête achetée par quelqu'un de très célèbre, vendue aux enchères. C'est pas nous qui l'avons vu mourir. Même si on sait qu'un animal est mort derrière, c'est pas nous qui l'avons vu, mais on aura la peau de bête de quelqu'un de très célèbre. Tu m'as regardé, tu m'as embrassé et tu m'as dit merci, afin de supprimer tous ces sacrifices de ma vie, et toutes ces horreurs qu'on avait vues, et, et ce prix qui était le prix à payer, pour pouvoir avoir de magnifiques objets.